Bonsoir à tous. Jeudi 31 août 2017, à Saint-Denis et à Saint-Pierre, le CSAPR, collectif des syndicats et associations professionnelles de la Réunion, appelle au rassemblement contre le RSI, le régime social des indépendants, et également contre l'instauration du régime général donc de la CGSS, la Caisse générale de la sécurité sociale. Selon le CSAPR, ce changement à venir annonce la mort d'un grand nombre de petites entreprises. Le gouvernement situe au 1er janvier 2008 l'intégration du RSI et de ses 13 caisses au régime général. Le RSI deviendrait ainsi un guichet au sein du régime général. Le CSAPR indique que cette évolution va augmenter les cotisations sociales des artisans et des gérants de petites entreprises d'au moins 50%. Aussi, pour parer à ce qui pourrait devenir des charges supplémentaires sur son site internet, le CSAPR propose, et là je cite, « changer de sécu pour s'assurer mieux et moins cher ». Et selon toujours le CSAPR, c'est légal. Alors, on va se poser la question ce soir, on va essayer de le faire, se poser la question pourquoi, comment, et on va le faire avec nos invités. Donc, Jean-François Maillot, administrateur du CSAPR et chef d'entreprise, bonsoir. Bonsoir. Éric Marcelli, également administrateur du CSAPR et chef d'entreprise, bonsoir. Bonsoir. Frédéric Martinetti, chef d'entreprise. Bonsoir. Et Patrice Bataille, donc chef d'entreprise également. Bonsoir. Alors, je vais vous poser la question, juste pour vous faire sourire et ouvrir le bal. Finalement, cette annonce de la suppression du RSI, à un moment donné, on entendait tout le monde dire qu'il faut arrêter avec le RSI. Et quand les candidats à la présidentielle annoncent la fin du RSI, entre autres celui qui a été élu, Emmanuel Macron, on dit on supprime le RSI. Et là, on a l'impression qu'il y a un paradoxe. C'est vous qui êtes le plus content. Juste une petite rectification, c'est pas 2008, mais 2018. Ah, pardon. Voilà. Je viens de corriger. Voilà. Je pensais que la question, c'est vous êtes pour ou contre la suppression du RSI? Mais on n'a jamais demandé de supprimer le RSI. Donc, quand on nous dit aujourd'hui que le président de la République va supprimer le RSI, mais s'il le souhaite, oui, mais on ne l'a jamais demandé. Nous, ce qu'on a toujours demandé, c'est que la directive européenne soit appliquée. C'est tout. Le choix de notre protection sociale. Voilà, on est bien dans un pays libre, on a le choix. On est des indépendants, on a décidé de créer notre entreprise. Donc, c'est-à-dire que indépendant veut dire rien de libre. Donc, on doit avoir aussi le choix de notre assurance, comme pour le choix de l'assurance voiture ou de notre maison, ou même notre responsabilité civile. La suppression du RSI, c'est pas nous qui l'avons demandé. Hein, on a demandé le choix, tout simplement. Après, ils ont joué sur les mots. Monsieur Martinetti, oui. Vous êtes d'accord? Je suis totalement d'accord. La suppression du RSI en soi ne résout absolument rien. D'abord parce que le RSI peut, pour certaines personnes, dans des conditions particulières, être plus avantageux que le fait de souscrire une assurance européenne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ce qui est le plus important pour revenir sur l'assurance européenne, c'est que c'est légal. On en parlait tout à l'heure, enfin, vous l'avez annoncé en introduction, c'est totalement légal. Et ce que nous demandons au CSAPR, et nous autres, les chefs d'entreprise, ça n'est pas qu'on supprime le RSI, ça n'est pas quelques réformes que ce soit, ni des baisses de charges qui, dans l'absolu, ne résolvent rien non plus. C'est juste que la loi soit appliquée. Cette loi, elle existe, elle a été transposée dans le droit français, ce sont les directives européennes dont M. Maillot parlait tout à l'heure, qui ont été transposées dans le droit français en 2001 sous le gouvernement Jospin. Donc, aujourd'hui, le CSAPR et de nombreux chefs d'entreprise se battent pour que la loi soit appliquée et permette aux Français de s'assurer où ils le souhaitent en Europe. Vous allez vous jeter dans la bataille, Béatrice? Oui, bien sûr. Enfin, nous, c'est que, comme M. Marcelli disait, c'est qu'on a voulu être indépendant, on veut rester indépendant, on veut choisir ce qui est bien pour nous. Il y a plusieurs chefs d'entreprise qui sont pleins à la gorge et ils n'arrivent plus. Donc on veut que ça change. Alors, il y a deux choses qui va se... Alors d'abord, le premier, on va parler de ce rassemblement qui aura lieu le 31 août, donc devant la Caisse générale de sécurité sociale, donc à Saint-Denis, juste sur le rond-point du Boulevard Sud. Et l'autre, à Saint-Pierre, ça sera où normalement? Pareil, devant la sécurité sociale? Pour l'instant, on n'a pas arrêté le lieu sur Saint-Pierre. Vous voulez faire une surprise aux administrateurs? Voilà, il y aura peut-être surprise ou pas. Donc voilà. Donc, mais pour Saint-Denis, effectivement, c'est sur
Pour l'instant, c'est prévu. Alors, vous avez la vu, CGSS. Éric Marcelli m'a corrigé sur le 1er janvier 2018. Effectivement, moi j'avais écrit 2008. On annonce donc l'entrée en vigueur de cette évolution pour le 1er janvier 2018. Qu'est-ce que vous pouvez encore faire par rapport aux annonces du gouvernement qui veut donc adosser donc le RSI au régime général? Est-ce que vous pouvez encore y faire quelque chose? Et si demain vous êtes sous le régime général, on va voir ça juste après, quelles vont être les conséquences? D'abord, est-ce que vous avez encore les moyens de peser sur une décision du gouvernement? Mais bien sûr, c'est le peuple quand même qui commande. On a ce moyen de le faire. Donc si les chefs d'entreprise descendent dans la rue parce que ça va mal pour les petits chefs d'entreprise, les petites PME, il faut qu'ils montrent leur colère. Hein, je dis non. Non au pouvoir des politiques, non au RSI, non au régime général, et oui à une protection sociale. Et c'est ce qu'on veut, parce que qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est qu'on est déjà écrasé par les charges sociales et fiscales, hein, et là on va nous écraser encore plus, comme tout ce qui arrive. Les politiques font des lois qui les arrangent eux, mais ils ne regardent pas le peuple. Ils sont tout en haut de leur pyramide, ils regardent ce qui se passe en bas. Bon, ça va, ça bouge pas trop, on cherche une paix sociale, mais on va jamais au fond du problème. Et le fond du problème, c'est la base qu'il a. Nous, on a on peut changer le système, on connaît comment il faut faire, mais seulement ils veulent pas entendre. Pourquoi? Parce que à qui profite le crime? Donc l'argent va où? L'argent de nos cotisations va où? On a fait des investigations, on est où? Mais seulement ils veulent toujours pas dire la vérité. Alors, pour vous, Jean-François Maillot? Non, mais effectivement, il y a un moyen aujourd'hui, ce sont les chefs d'entreprise qui créent de l'emploi, ce n'est pas les collectivités, ce n'est pas le président de la République. Il y a un moyen aujourd'hui de faire pression. On appelle justement cette mobilisation du 31 août, justement, c'est pour dire qu'il y en a ras-le-bol. On va être écouté, mais aussi entendu, puisque c'est vrai que depuis plus de 5 ans, on mène ce combat, puisque ça va mal. Malheureusement, on a eu reçu par quelques personnes au niveau de la préfecture, mais rien de plus. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on passe à la vitesse supérieure, il faut qu'on soit écouté et entendu. Alors, est-ce que le message que vous voulez faire passer donc aux administrateurs aux responsables de la Caisse générale de sécurité sociale, est-ce que pour vous c'est un moyen de dire il y a un message à apporter au gouvernement, et quel message vous voulez faire passer? Qu'est-ce que vous voulez proposer entre la suppression du RSI et l'instauration du régime général? Qu'est-ce que vous proposez pour vous? Alors, d'abord, pas la suppression, le choix de notre protection sociale. Parce que quand on demande le choix, Frédéric l'a bien dit tout à l'heure, le RSI, il est bien pour certaines personnes. Donc, quand même, on veut préserver les gens qui travaillent au RSI. Donc, s'ils ne veulent pas perdre leur travail aussi, les gens qui sont au RSI, qui viennent nous soutenir, parce qu'on se bat quand même pour eux aussi. Hein. On n'a pas demandé la suppression. Donc, par rapport à ça, nous, on propose, si vous voulez, le choix de cette assurance européenne, où quand même, on peut gagner entre 30 à 40% en plus. Alors, on va faire le point. Alors, aujourd'hui, on va prendre des chiffres de base pour que les gens puissent comprendre. Aujourd'hui, au RSI, pour des salaires, comment est calculé le RSI par rapport à ce que vous gagnez? On ne sait pas. On ne sait pas. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est quelque chose. Je suis d'accord. D'ailleurs, c'est ça qui a amené le mécontentement sur les dysfonctionnements qu'il y a au sein du RSI. On s'est toujours posé la question sur quelle base ils font leurs calculs. Et ça, c'est vrai. Il y a des jours, on recevait des factures, des trucs à payer. On se demandait toujours, mais d'où est-ce qu'ils le sortent? Et justement, aujourd'hui, il n'y a pas eu une base sur laquelle que vous êtes sûr que voilà, le calcul s'est fait là, on nous demande tant, et je suis sûr que c'est ce que je dois. Logiquement, c'est 30% du bénéfice au RSI. D'accord? Mais c'est vrai que les calculs sont différents, parce qu'aujourd'hui, je reçois un appel à cotisation avec un certain montant. Pour la même période, je reçois avec un montant différent. D'accord? Donc, il n'y a pas vraiment de base de calcul. Et d'ailleurs, même au RSI, ils ont du mal à nous expliquer comment calculer notre cotisation. D'accord? Donc, on ne peut pas aujourd'hui recevoir un montant et demain recevoir un autre montant. Et ce passage, justement, du RSI à la CGSS, mais ce sera la catastrophe. Mais la catastrophe. Parce que vous imaginez déjà aujourd'hui une entreprise qui donne déjà 30% de son bénéfice, mais avant impôt. Attention, avant investissement. Donc ça veut dire que
Sur 30%, il faudra qu'il rajoute les impôts, et s'il fait des investissements, il faudra qu'il rajoute ces investissements, l'amortissement pendant minimum 5 ans. D'accord? Vous imaginez un peu ce qui reste. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entreprises, beaucoup d'entreprises aujourd'hui, ils ont du mal à avoir le SMIC, à toucher 1 000 euros par mois. On parle de gérants d'entreprise. Des gérants d'entreprise. J'ai eu encore des cas la semaine dernière, quelqu'un qui me disait ça fait 4 mois qu'elle n'a pas pris de salaire. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Donc ça veut dire bien que le système, aujourd'hui, le système français ne fonctionne plus. Donc ce qu'on est en train de faire comprendre à l'État, qui a eu justement ces fameuses directives européennes qu'aujourd'hui, qui nous permet justement d'avoir entre 30 et 40% d'économie, de pouvoir investir, de créer de l'emploi. Donc c'est ce qu'on demande, nous. Alors demain, si vous passez au régime général, ça veut dire que vous allez avoir un salaire. On ne sait rien encore. On ne sait rien encore. On ne sait pas. Est-ce qu'on sera toujours taxé sur notre bénéfice? Est-ce qu'on devra prendre un salaire et taxer sur le salaire? Mais dans tous les cas, c'est ce qu'on sait, c'est qu'on sera entre 50 et 55% par rapport au RSI. Ça veut dire que si vous prenez un salaire de 1 000 euros, si vous avez un salaire net de 1 000 euros, quel va être le montant des charges? 1 000 euros, ce sera 50%, 500 euros. C'est déjà le cas. Quelqu'un qui travaille, qui est salarié dans son entreprise, d'accord, qui prend un salaire mensuel, s'il prend 2 000 euros, il aura 1 000 euros de cotisation. C'est déjà comme ça. C'est pour ça que je disais qu'on ne pourra pas être en dessous de 50%. En sachant qu'en métropole, le taux de cotisation du RSI est 54%. Donc dans tous les cas, on ne sera pas en dessous des 50%. D'accord. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quel que soit le régime, si on passe au régime général, donc vous augmentez. Mais bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Pour une couverture qui reste toujours moindre, sans véritable service. Parce qu'avoir une couverture sociale avec un service en face, comme ça a été le cas il y a quelques années, il y a de nombreuses années, la sécurité sociale française, oui, si en face de vos cotisations, vous avez un véritable service, c'est-à-dire une couverture santé, des médicaments remboursés, de l'hospitalisation, tout un tas de prestations au niveau santé, pourquoi pas? Aujourd'hui, on constate qu'il y a de plus en plus de médicaments qui sont non remboursés. On en parlait tout à l'heure, l'obligation qui a été faite aux chefs d'entreprise depuis, je crois, le 1er janvier 2016 de prendre une mutuelle pour leurs salariés. Qu'est-ce que c'est ça, sinon la volonté de l'État de commencer à privatiser la santé? Qu'est-ce que ça signifie? Et derrière, on va augmenter les cotisations des chefs d'entreprise, sachant que pour les salariés, ça va augmenter également de toute façon. Tout va augmenter. Pourquoi? Parce que les caisses sont vides. Et il y a bien besoin d'aller trouver de l'argent là où il se trouve. Où est-ce qu'il se trouve? Dans le portefeuille des Français, qui sont déjà en train de tirer la langue. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est pas possible d'accepter une situation comme ça, d'autant plus qu'elle ne résout rien. Or, encore une fois, pour appliquer cette disposition légale qui permettrait de rendre, M. Maillot l'a dit tout à l'heure, 30 à 40% de pouvoir d'achat, enfin de liquidité, on va dire, sonnante et trébuchante aux Français. Derrière, ça implique que les Français iraient s'assurer là où ils le souhaitent. Et encore une fois, on ne parle pas que des chefs d'entreprise, on parle également des salariés. Ça doit concerner tout le monde. Iraient s'assurer là où ils le souhaitent, donc pour une meilleure couverture santé, des meilleurs remboursements. Et imaginez ce que 30 à 40% de pouvoir d'achat supplémentaire pourrait faire sur la consommation. Et également sur l'impôt sur le revenu. Qu'est-ce que cela ferait tout ça? Tout cela serait directement en bénéfice pour le gouvernement. Il monterait directement à Bercy au niveau de l'impôt sur le revenu. Et surtout, encore une fois, c'est totalement légal. Donc n'importe quel Français a le droit de le revendiquer aujourd'hui. Pour autant, on nous met des bâtons dans les roues. En tant que chef d'entreprise, mais pour les salariés également. C'est simple, hein. On n'a pas la force, nous, de faire la pédagogie comme fait l'État au moyen de la télévision et de la presse. Il faudrait absolument que nous, on ait notre presse, notre télévision pour dire la vérité. Donc le déni, le mensonge de l'État continue. Ça va continuer. Donc il faudrait absolument que chaque Français ouvre un peu leurs yeux de manière à comprendre le système, le droit. Parce qu'on dit toujours à chaque fois, nul n'est censé ignorer la loi. Si on commençait à nous mettre des cours de droit aux Français dès le départ, hein, on saurait où on irait. La question sur le régime général aujourd'hui, vous dites que donc ça va faire bondir de votre accusation à 50%. Mais est-ce que la protection sociale n'est pas meilleure? Est-ce qu'aujourd'hui, le RSI propose une prestation de service supérieure à ce que peut proposer le régime général? Vous savez, on a été le meilleur système social jusqu'en 2006. Aujourd'hui, on est passé au 27e rang mondial. Et on fait croire aux gens que notre système est le meilleur du monde. S'il était le meilleur du monde, comment se fait-il qu'il n'est pas recopié dans les autres pays? Actuellement, celui qui est le meilleur, c'est celui de Singapour. C'est-à-dire au niveau des cotisations, au niveau des remboursements pour les soins. Hein? Et le nôtre, il est au 27e rang mondial.
Donc il y a bien un problème. Alors dans ce cas, puisque finalement ce dispositif n'est plus efficace, ni pratique ni efficace, s'il faut le faire évoluer, qu'est-ce qu'il faut proposer aussi bien pour les entreprises, pour les salariés, et y compris pour ceux qui ne travaillent pas? Qu'est-ce qu'il faut proposer à l'État pour qu'il y ait aujourd'hui une protection sociale la plus pratique et plus efficace? Ben pour ceux qui ne travaillent pas, il y a déjà quelque chose qui existe actuellement. Exactement. C'est la CMU. Tout à fait. Donc on garde ça. Donc on n'est pas là pour la suppression du RSI, ni la suppression de la sécurité sociale. Donc ça existe déjà, on le paye par l'impôt, on le paye par les taxes sur les cigarettes, sur l'alcool. Hein. Et ensuite, les autres Français, ceux qui le veulent, prennent la liberté de rester soit au RSI, soit à la sécurité sociale, ou le choix d'une autre protection européenne. C'est tout ce qu'on demande. Et ça relancerait l'économie. Hein. Comme on dit qu'on est dans un pays de liberté, c'est écrit en gros sur les mairies. Hein. Notre liberté, j'y crois pas trop en ce moment, puisque on est plutôt dans une démocratie qui ressemble plus à une dictature. N'oubliez pas notre système de sécurité sociale. En 1945, ce sont les communistes et la pression des syndicats qui l'ont mis en place. Hein. Tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui n'est à moi n'est pas à toi. Donc c'est un beau slogan. Je vais revenir sur un point. Je vais dire tout ce qui n'est pas à toi est à l'État, en fait. Voilà. Je voulais revenir sur quelque chose. On est d'accord sur un élément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le régime général qui arrive ne convient pas. Mais là, on parle que pour le statut de l'indépendant ou du gérant des petites entreprises ou des artisans. Si on regarde l'évolution que propose l'État au niveau de ce qui peut se faire également à partir de l'année prochaine, c'est donc réduire le régime général, la fin annoncée, mais apparemment en 2 étapes, de l'assurance maladie et de l'assurance de la CEDIC. C'est les 2 points sur lesquels qu'on va enlever, c'est les 2 cotisations qu'on veut enlever sur la fiche de paye. Et en contrepartie, la CSG passera de 7,5 à 8,7. Si vous me permettez de vous donner un chiffre tout simple qui va permettre justement de comprendre un petit peu la réalité des faits. Quand ce système, pour parler de la retraite, on sait aujourd'hui qu'il y a de nombreuses personnes, malheureusement dans ce pays, qui arrivent à l'âge de la retraite, c'est-à-dire après un certain nombre d'annuités de travail, se retrouvent avec des retraites misérables, pour pas dire lamentables et totalement scandaleuses. À l'époque, le système qui a été mis en place était totalement viable, il était intéressant puisque nous avions 13 salariés pour un retraité, en moyenne à peu près. Aujourd'hui, on se retrouve avec 1,13 salariés pour un retraité. Le chiffre part tout seul. Où allez-vous chercher les cotisations? L'espérance de vie qui augmente, des gens qui partent à la retraite, de plus en plus tard c'est vrai, mais qui ont après la retraite une espérance de vie qui augmente également, mais pour autant il faut financer cette retraite. Ce sont les cotisations des salariés qui vont financer cette retraite. Le système en soi est juste, sauf qu'aujourd'hui, les caisses sont vides. Et les salariés actuels, y compris les chefs d'entreprise, ne peuvent plus financer ce système de retraite. Il faut donc en changer. Il faut donc passer sur des caisses privées, des caisses privées qui permettent de fonctionner notamment, c'est un autre point, par capitalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un système de retraite par répartition. C'est-à-dire vous, moi, quand nous cotisons, enfin en tant que salariés notamment, nous cotisons un système de retraite par répartition. Donc c'est l'ensemble des cotisants qui permet de définir votre retraite. Or, nos chers sénateurs, députés, ministres, se sont votés des lois qui leur permettent de mettre en place un système par capitalisation. C'est-à-dire que tous les points que vous capitalisez, toutes les sommes que vous déposez, on va dire ça sur un compte retraite, produisent des intérêts et vous permettent, au bout d'un certain nombre d'années de travail, de vivre d'une rente confortable. C'est le principe même des intérêts, comme on le connaît tous. Mais ça, c'est réservé à des députés, sénateurs, ministres. Pour quelle raison ? Moi, je réclame que cela soit possible pour l'intégralité des Français. Alors vous allez me dire, chacun n'a qu'à se faire une retraite complémentaire. Oui, c'est vrai. Sauf que vous disiez tout à l'heure, il y a des gens qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité de se prendre une retraite complémentaire. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? On leur dit, bon ben tant pis, la prochaine fois peut-être. Non, il faut mettre en place des systèmes qui permettent justement aux gens qui ne peuvent pas se payer une retraite complémentaire, que ça soit des chefs d'entreprise, soit des salariés, soit le gouvernement qui cotisent, comme c'est déjà le cas avec la CMU par exemple, et je suis d'accord avec M. Marcelli, oui, la CMU est utile, il y a des gens qui en ont besoin, il faut la préserver, il faut même la renforcer. Mais derrière, les gens qui ont la capacité de prendre une retraite complémentaire ou d'assurer leur protection sociale, il faut derrière qu'ils aient la capacité de le faire à un coût qui soit plus intéressant, avec un service en face qui est beaucoup plus intéressant en termes de couverture, en termes de remboursement. Et ce service existe en Europe, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, en Europe ça existe. Pourquoi ne pas le mettre
mettre en place, parce que ça n'intéresse pas une certaine élite. Voilà la raison. Juste, Frédéric a parlé de capitalisation pour la retraite. Au niveau de la sécurité sociale, nos hommes politiques ne payent que 0,5% de charges, et ça depuis 2013, alors que les chefs d'entreprise et les salariés, c'est depuis le départ. Donc là aussi, il y a une rupture d'égalité. Donc nos chers chefs politiques, nos élus, hein, qui se battent pour les classes sociales, pour l'égalité des classes sociales, battez-vous vraiment pour cette égalité, parce que là, il y a aussi une rupture d'égalité. La question, c'est, on a parlé tout à l'heure de la suppression du RSI, de l'adossement donc du RSI au régime général. La proposition de supprimer les cotisations maladie et acédique. Est-ce que ça, je veux dire l'un dans l'autre, entre guillemets, est-ce que ça peut apporter du souffle, une bouffée d'oxygène? Ça peut apporter des éléments à une entreprise dans sa gestion, dans sa trésorerie? Est-ce que ça peut l'aider à avancer? Moi, je ne pense pas du tout. Mais ce qui est grave dans cette affaire, aujourd'hui, il y a un constat. C'est que le système, les élus, le président de la République, s'il veut supprimer le RSI aujourd'hui, si vous avez bien compris, le système ne fonctionne plus. Il y a aujourd'hui quelque chose qui existe. Ces fameuses directives européennes qui sont là depuis 1992. D'accord? Il suffit de le mettre en place. Et là, ça concerne la population en général, pas uniquement le chef d'entreprise. Ça concerne aussi les salariés, comme disait mon collègue tout à l'heure. Alors, on va essayer de bien expliquer c'est quoi ces dispositifs qui existent depuis 1992. Bon, depuis 1992, on a abrogé la fin du monopole de la sécurité sociale. Alors ça, c'est général. Sur tout le territoire européen. Sur tout le territoire européen. C'est-à-dire que pour la France, bien sûr, par la sécurité sociale, pour d'autres, c'est également pareil. Leurs sécurité sociale ne sont plus exclusives. Mais il y a les régimes spécifiques, comme EDF qui a quitté le régime social français, qui a créé son régime spécifique. Donc, il ne faut pas oublier tout ça. Il y a beaucoup de régimes spécifiques. Voilà. Donc, il y a quand même des ruptures d'égalité encore. Donc, il faudrait peut-être arrêter que au niveau de la sécurité sociale. C'est ce que veut faire Emmanuel Macron. C'était une de ses promesses de campagne, c'est d'essayer de réduire au maximum le nombre de régimes. Il y en a plus de 400, je crois, en France. Oui. C'était de réduire ce chiffre à la portion la plus congrue. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il faut réduire, ou est-ce qu'aujourd'hui, il faut justement revenir à ça, appliquer les directives européennes? Bien sûr, la solution est là. Pourquoi vouloir chercher à inventer les choses? La solution est là, on applique les directives européennes. Alors, on va juste expliquer que la directive européenne, c'est une autre façon de concevoir la protection sociale, et là, ça se fait par assurance. Voilà, tout à fait. Donc, on a abrogé la fin du monopole de la Sécu en 1992. Donc, comme disait tout à l'heure, transposé dans le droit français en 2001. Donc, ça veut dire qu'on donne le choix à chaque indépendant ou salarié de s'assurer librement pour les 3 assurances obligatoires. Il faut qu'on soit assuré, parce que les gens disent qu'on ne veut pas payer. Non, on veut payer, mais il faut quelque chose en contrepartie. Donc, il y a la maladie, la prévoyance et la retraite. D'accord? La maladie, aujourd'hui, avec le système actuel, on est encore obligé de prendre une complémentaire santé. Avec le système européen, aujourd'hui, on est remboursé aux frais réels. Donc, ça n'a rien à voir. Pour la prévoyance, c'est exactement pareil. Au RSI, aujourd'hui, si vous êtes à jour, vous avez droit environ à 20 € par jour. Contrairement à l'assurance européenne, vous pouvez avoir un salaire tous les mois. Alors, quand il dit 20 € par jour, je vais quand même expliquer, c'est quand on ne travaille pas, on est remboursé, on est payé 20 € par jour parce qu'on est en congé maladie, par exemple. Si on est en congé maladie, on a un arrêt, donc on peut avoir droit à 20 € par jour. Okay. La prévoyance avec l'assurance européenne, vous avez un salaire. C'est un minimum de 2 000 € par mois. Avec la prévoyance qu'on souscrit avec l'assurance européenne. Minimum 2 000 € par mois, avec d'autres avantages à côté. Pour le plan retraite, c'est exactement pareil, puisque avec notre système, c'est par répartition, et le système que propose l'assurance européenne, c'est par capitalisation. Donc si vous versez 300 € par mois, vous aurez 300 € cumulés sur 10, 15 ou 20 ans. Est-ce que vous êtes conscient que les syndicats des salariés n'est pas trop pour ce régime par capitalisation? Je pense qu'ils n'ont pas compris le système. Ils veulent préserver leurs avantages, ces syndicats. Sûrement, puisque le système aujourd'hui, c'est quoi? Les syndicats de salariés, ils battent pourquoi? Pour avoir un pouvoir d'achat plus important pour les salariés, on est bien d'accord. La loi, les directives européennes aujourd'hui permet à ces salariés de toucher 30 à 40% de plus.
On est bien d'accord. Donc pourquoi vouloir être contre le système? Est-ce que là, la présentation, elle n'est pas un peu simpliste? Je reviens à ce que je disais sur les syndicats. Pourquoi, quand on parle de capitalisation, et pour un communiste qui se respecte, dans capitalisation, il y a capital, je veux dire que, est-ce que c'est pas non plus donner de l'argent encore à quelqu'un qui va l'utiliser un peu comme il le veut? Et est-ce que le retraité, quand il arrivera au moment où il aura besoin de cet argent pour vivre, est-ce qu'il va le retrouver? À un moment, je pense qu'on est tous pareils. Quand on travaille ou qu'on touche une pension de retraite, à un moment, on va regarder ce qui tombe sur notre compte. On a tous vu une fiche de paye ici. On voit les charges qui sont prises qui sont déduites donc sur ces fiches de paye, et donc on a la différence entre le salaire brut et on a le salaire net. Et pour ceux qui s'intéressent le plus à cela, il y a les charges patronales, les cotisations sociales ou quoi que ce soit. Mais concrètement, un salarié, à quoi il s'intéresse? Il s'intéresse à ce qui est marqué en bas à droite de sa fiche de paye et ce qui va donc tomber directement sur son compte. C'est ça qui l'intéresse. Avec ces directives européennes, vous prenez votre salaire brut et vous diminuez considérablement les charges sociales. C'est-à-dire que pour le chef d'entreprise, disons-le clairement, ça ne va rien changer. C'est-à-dire que c'est même pas en plus, si on met ça en place, une tentative de la part des chefs d'entreprise de diminuer les charges. Absolument pas, ça va nous coûter globalement la même chose. Peut-être légèrement plus cher, j'en suis pas sûr, mais globalement la même chose. La seule différence, c'est qu'au lieu de faire une déclaration à l'URSSAF et de faire des versements à l'URSSAF ou à la CGSS, on va, admettons, si ça s'était mis en place, avec l'accord du salarié, verser ses cotisations sociales sur une caisse privée, en l'occurrence en Europe, quelque part en Europe, ou même demain en France, si demain le gouvernement le prévoit. Et ça va permettre à ce salarié de toucher son salaire brut, moins des cotisations sociales, qui sont beaucoup moins chères, beaucoup moins élevées, donc beaucoup plus intéressantes pour lui. Et la différence entre tout ça, ça va lui rester en net sur son compte. D'où l'augmentation dont parlait tout à l'heure M. Maillot de 30 à 40%, parce que concrètement, on l'a évalué, on l'a chiffré, c'est concret, à 30 à 40% de pouvoir d'achat en plus, tout en augmentant la couverture sociale, tout en améliorant la qualité des soins et surtout la rapidité des remboursements et le montant des remboursements également. Est-ce que vous pensez qu'un salarié moyen, lambda, si vous lui proposez de gagner 30 à 40% de plus, est-ce que vous pensez qu'il va dire non? Tout en améliorant sa couverture santé, la qualité de ses soins et la rapidité des remboursements. Patrice Bataille, la question c'est, demain, le gouvernement instaure le régime général. Vous êtes salarié aussi, parce qu'il faut aussi, l'une de ses promesses aussi, c'est de faire en sorte que les patrons d'entreprise, les artisans, les indépendants aient également un salaire. Est-ce que c'est plus intéressant d'avoir un salaire moins les cotisations maladie et acédiques? Est-ce que c'est et de ne pas aussi payer, par exemple, les cotisations des salariés? Est-ce que ça c'est plus intéressant dans une gestion d'entreprise? Ça sera pratiquement la même chose, parce que déjà ce sera plus facile déjà, parce qu'il y aura déjà moins de déclarations à faire. C'est juste des transferts sur des comptes comme là actuellement. Nous on est dans une assurance européenne pour notre propre pour notre propre corps. Alors, justement, puisqu'on revient à cette assurance européenne, aujourd'hui, qu'est-ce que cette protection sociale propose vraiment? Et qu'est-ce qu'il y a dans ce que vous avez déjà? Déjà, tout ce qui est remboursement maladie, on les a, comme M. Maillot disait, c'est 1 euro pour 1 euro, au même centime près. On cotise, on paye un médecin 22 euros, on est remboursé 22 euros. Mais vous versez, vous payez, vous payez, c'est-à-dire que après vous êtes remboursé. Oui, on paye, on avance et on est remboursé après. Mais ça c'est pour les petits, comme M. Marcelli, c'est les petits bobos. Et les gros bobos, ils sont agrémentés, agréés. Voilà. C'est-à-dire que c'est l'ensemble. C'est vrai que pour une prestation courante, une consultation courante, on devra avancer. D'accord? Et c'est vrai qu'après on sera remboursé entre 3 et 5 jours. Maintenant, s'il y a vraiment une opération ou autre, c'est que là, tous les hôpitaux de La Réunion sont conventionnés. Donc il n'y a pas d'avance de frais à faire. D'accord? Donc maintenant, dire qu'on veut supprimer la CEDIC, l'assurance... non, mais c'est un faux débat, puisque effectivement... Non, c'est pas que ce soit un faux débat. Je pense que c'est une question aussi d'articulation, d'arbitrage. Savoir, en mettant tel dispositif par rapport à d'autres, en supprimant tel dispositif par rapport à d'autres, est-ce que, en termes d'articulation, de gestion, de trésorerie, de rentabilité, est-ce que c'est plus intéressant pour le chef d'entreprise
que vous êtes, de dire, voilà, là, c'est plus facile pour moi de prendre telle décision, j'ai pas payé ça, j'ai pas payé ceci, c'est plus facile de discuter avec les collectivités parce qu'il y a des marchés publics, je suis à jour de mes cotisations, je peux répondre à des marchés publics. Est-ce que c'est ce que propose aujourd'hui le gouvernement dans son ensemble, est-ce que c'est intéressant pour l'entreprise? Non. Moi, je pense que non. Je pense que non. Non, alors, juste non. 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 Non, je pense que non, puisque on l'a vu dans le passé. Quand on enlève quelque chose, on remet quelque chose pour compenser. Donc, c'est faux. On lui dit, bon, on va supprimer ça, mais il y aura automatiquement quelque chose. Juste pour, concernant la taxe... Je vais juste rappeler quelque chose. Alors, il faut rappeler qu'il y a, sur le bulletin de paye, il y a deux choses qui ont été rajoutées à partir de 91, parce que c'est Michel Rocard à l'époque qui l'a instauré. C'était donc la CSG, contribution sociale généralisée. Le taux était de 1,1% à l'époque. C'est vite passé à 2,4, à 3,4 et à 7,5 aujourd'hui, sachant que ça devrait passer d'être augmenté de 1,7, je crois. 7, c'est ça. 7, ça veut dire que ça va passer à 9,2. À 9,2, voilà, ça c'est quand même, ça montre ça. Il y a aussi la CRDS, le remboursement de la dette sociale, qui est également dessus. C'est vrai qu'il y a cette situation-là, et quand on regarde, on a l'impression qu'on prend d'un côté, qu'on donne d'un côté et qu'on récupère de l'autre. Vous connaissez le principe selon quoi la nature a horreur du vide. C'est le principe des vases communicants. Vous prenez d'un côté, vous renflouez de l'autre. Tout le monde le sait. Enfin, tout le monde a déjà eu ce genre de pensée ou de parole en disant oui, on a baissé tel prix à tel endroit. Par contre, ils ont augmenté par ailleurs, que ce soit sur les fiches de paie ou dans le commerce de tous les jours. Tout le monde connaît ce principe-là et le gouvernement ne se prive pas de l'appliquer sur les cotisations sociales. Donc, augmenter la CSG, CRDS, qui, rappelons-le, était censée être des cotisations temporaires, provisoires, voilà, à la base, c'est un provisoire qui dure quand même, donc c'est quand même un petit peu gênant. Alors, je vais continuer mon explication, c'est-à-dire que quand on regarde, la CSG aujourd'hui rapporte 98 milliards à l'État. 98 milliards à l'État. Si le CSG augmente effectivement de 1,7%, c'est 20 milliards de plus qu'attend l'État, soit près de 120 milliards rien que là-dessus. Juste pour faire une comparaison, pourquoi? Parce que l'impôt sur le revenu rapporte entre 72 et 73 milliards à l'État. Voir aujourd'hui que la CSG est quand même à un niveau très élevé en moins de 30 ans, puisque ça a commencé en 90 et qu'on en est déjà à 2018. On est un pays qui a beaucoup de taxes. On a plus de 340 taxes. Donc il faudrait peut-être arrêter de taxer les Français, de les laisser vivre un peu. Parce que toutes ces taxes-là, on ne sait pas où va cet argent. Si, on sait où il va. Hein. On sait, bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais la CSG et la CRDS, c'est un double impôt. On est doublement sanctionné. C'est comme l'histoire du permis à points. On perd des points et on est sanctionné aussi derrière. Double sanction. Donc là aussi, ça va pas. Hein, c'est exactement la même chose. Et je vais juste vous tendre la perche, Éric Marcelli, c'est l'argent est récupéré par l'État. 600 millions, je crois, l'année dernière. Et prenons plus, je crois qu'on a dépassé les 1 milliard sur les revenus des radars. Exactement. Donc, entre autres. Je reviens à ma question là-dessus, c'est finalement... je voulais démontrer que d'un côté, ils proposent la fin des cotisations, mais derrière, on augmente les cotisations. Sauf que les cotisations, ça va être prélevé sur les retraités et sur les fonctionnaires et un peu sur l'argent du capital. Est-ce que là, vous trouvez que les décisions sont intéressantes et que vous pouvez, ça peut vous donner un peu d'oxygène? Non, parce que les retraités, on leur diminue encore leur salaire. Donc il faudrait arrêter. Moi, je dis... On va ponctionner, on va diminuer de 20% le budget de l'État. Il faudrait peut-être commencer par là. Hein? Tous ces hommes politiques, notamment nos sénateurs qui sont dans un paradis fiscal, là, puisque le Sénat est un paradis fiscal pour les élus fainéants. D'accord? Si on supprimait le Sénat, on gagnerait de l'argent aussi. Pourquoi ils sont en train de se battre là actuellement à arranger une petite cuisine, leur cuisine à bois là, pour voir qui va être ceci, cela? Non, il faudrait peut-être arrêter. On supprime le Sénat et on gagne des sous. Et après, on diminue la moitié de nos députés, on gagnerait des sous aussi. Parce qu'actuellement, je vois qu'un seul député actuellement qui travaille, les autres, ils sont où? Ils font quoi? Ils se battent pour la population? Non, ils se sont battus pour leur intérêt personnel. Donc on va déjà diminuer le budget du fonctionnement de l'État.
Et puis il y a autre chose. Pourquoi prélever des cotisations supplémentaires sur des catégories de population? Pourquoi prélever sur les retraités, sur les fonctionnaires et sur quelle autre catégorie de population? Le capital. Ou le capital. Les intérêts du Voilà. capital. Les capitales, bon, allez, on va dire c'est impersonnel. Mais pourquoi augmenter le montant des prélèvements sur les retraités, sur les fonctionnaires? Pourquoi les retraités et les fonctionnaires? On a pris un chapeau, on a tiré au sort, c'est tombé sur les retraités et les fonctionnaires? Non, ça ne veut rien dire. Donc soit on améliore... Ça ressemble à ce qu'on appelle à une redistribution. Oui, une redistribution, mais effectivement, une redistribution, les retraités, alors certains vivent confortablement d'une retraite, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc les retraités, qu'est-ce qu'on leur dit? Vous avez déjà pas de chance, tant pis pour vous, ça va être encore pire. Non, c'est pas possible. La solution, elle existe. La solution, elle est là, elle existe déjà, il suffit juste de la mettre en place. Par contre, malheureusement, ça ne satisfait pas une certaine classe pensante, on va dire nos élites et les 1% qui gouvernent, entre guillemets. Alors, il ne s'agit pas de mettre au pilori qui que ce soit, il s'agit juste de rendre la liberté de choix aux Français. Et quand je parle de liberté de choix, je ne parle pas de choisir pour quel président on va voter, parce que ça, c'est le simulacre de démocratie. Je parle le choix de ce qu'on souhaite véritablement faire pour soi. En l'occurrence, on parlait tout à l'heure de liberté. C'est vrai que sur la bannière française, on a tendance à parler de liberté, égalité, fraternité. On oublie un 4e point qui s'appelle la souveraineté du peuple. La souveraineté du peuple, qu'est-ce que c'est exactement? C'est la possibilité pour vous et moi de voter vos propres lois. C'est-à-dire un citoyen égale une voix. Je ne sais pas, peut-être que vous c'est le cas, mais est-ce que vous avez déjà voté, vous, une loi? Moi, personnellement, jamais. Et on m'a même jamais demandé mon avis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous choisissons nos maîtres. On nous donne l'illusion d'avoir du suffrage universel direct, ok, c'est très bien, qui ne marche pas depuis 200 ans, soit dit en passant, mais on nous donne l'illusion du choix, mais personne, ou pas grand monde en tout cas, se pose la question de comment se fait-il que nous ayons le choix pour ces candidats-là? D'où sortent ces candidats-là? Quels intérêts ils servent? Est-ce que ces gens-là servent nos intérêts? Alors bon, les gens sont gentils, ils y croient parce qu'ils ont besoin d'y croire et parce qu'on dit que l'espoir fait vivre, soit, mais dans l'absolu, et c'est pour ça que les gens sont déçus, c'est parce que justement ils y croient. Mais à un moment, alors nous, c'est pas que nous sommes pessimistes, nous n'y croyons plus. Pourquoi? Parce que nous constatons, tout simplement. Et ce que vous êtes en train de dire est totalement révélateur. On va augmenter les cotisations des retraités et des fonctionnaires. Pourquoi? Parce que les retraités, eux... On parle du CSG, là. CSG, mais pourquoi? Parce que les retraités, de toute façon, ils travaillent plus, donc ils n'ont rien à dire. Et les fonctionnaires, ils sont déjà privilégiés, ça c'est un cliché, donc du coup, ils n'ont rien à dire. Non. Pourquoi les fonctionnaires? Pourquoi les retraités? Non. Personnellement, je trouve ça scandaleux de devoir catégoriser certaines personnes. Derrière toi, on va te taper dessus. Et lors de la prochaine redistribution, t'inquiète pas, c'est rien pour toi, on tapera sur quelqu'un d'autre. Non, on peut pas fonctionner de cette manière-là. Bien sûr, non, mais pourquoi? Mais c'est toujours, on tire sur les gens qui travaillent. C'est les gens qui travaillent vraiment, parce que sur les retraités qui ont travaillé, c'est des gens qui ont travaillé, qui ont participé à l'économie. Et pour parler d'élus, je suis désolé, mais on a bien vu pendant... c'est vrai que j'ai pas suivi de la politique étant petit, mais depuis une bonne vingtaine d'années, qu'est-ce qu'ils ont ramené à La Réunion? Nos chefs politiques. À part de prévoir notre retraite. Mais nous, qui s'occupe de notre retraite, nous? Quelqu'un aujourd'hui qui part en retraite au niveau du RSI. Aujourd'hui, on a eu un dernier cas, là, il a touché 3 € de retraite. Mais il y a un problème. D'accord, mais pour quelqu'un qui a cotisé pendant 30 ans. On va juste préciser, c'est un artisan. C'est un artisan qui a cotisé, qui cotisait. Pendant combien de temps? Qui a cotisé pendant un peu plus de 20 ans. Et on a un autre cas qui a cotisé pendant 30 ans, entre 15 et 25 000 euros, il a eu droit à 200 et quelques euros par mois. Mais vous plaisantez, quelqu'un élu aujourd'hui qui fait un mandat de 5 ans, il a une retraite à vie. Mais attendez, arrêtez de tirer sur les gens qui travaillent. C'est tout ce qu'on demande aujourd'hui. Donc on est la liberté, notre liberté, c'est pas nos élus qui doivent être libres, c'est nous qui devons être libres. Alors, j'allais dire, dans le fonctionnement de votre entreprise, dans de votre rôle, votre mission, et là je pose la question à Patrice Bataille, est-ce que vous avez cette sensation vraiment d'être vraiment encerclé par des règles, par des taxes, de voir qu'on ne nous laisse pas, et je dis bien on ne nous laisse pas en tant que chef d'entreprise, la liberté de fonctionner, d'entreprendre? Toujours la liberté, on nous étouffe, on oblige. En fait, c'est que des règles. C'est que des règles, il faut respecter aux règles ce qu'on vous dit, c'est que voilà, il faut payer ça. Si on ne paye pas ça, déjà on a des pénalités, des amendes. Ouais. Déjà, on n'arrive pas à payer nos charges, il nous met des pénalités. Donc, comment on s'en sort comment? Donc il n'y a plus de marge de manœuvre. Il n'y a plus de marge de manœuvre. Vous savez, souvent, on côtoie quand même des entreprises tous les jours, puisque c'est vrai en cette période
de mise en demeure de nos caisses. Mais les gens, à un moment donné, se posent la question, est-ce qu'il faut continuer à travailler ou pas? Mais malheureusement, même elle n'a rien en fin du mois, elle est obligée de travailler parce qu'elle a une famille derrière. Donc il y a des gens qui vivent au jour. D'accord, ils ne savent pas demain soir qu'est-ce qu'ils vont manger demain soir. Et voilà, il n'y a rien. Aujourd'hui, on a le droit, nous, de travailler et de payer. C'est tout nos droits. On est esclave de notre travail, de notre entreprise. Mais justement, il faut bien un cadre pour fonctionner. Mais là encore, dernièrement, il y a une lettre que Jean-François a reçue concernant le cadre des entreprises par rapport à l'attestation de vigilance. Voilà, mais c'est encore autre chose. Bon, il y a du nouveau cette année. D'abord expliquer. C'est un cadre pour. On va juste d'abord expliquer c'est quoi l'attestation. Que deux organisations. Non, on a reçu aujourd'hui un courrier de la caisse congé payé du bâtiment. Donc ça concerne uniquement les entreprises du bâtiment. En le disant, effectivement, pour les entreprises qui rencontrent des difficultés, ils ont la possibilité de se rapprocher de la caisse et de pouvoir mettre un échéancier en place sous certaines conditions. Donc déjà, ça veut tout dire déjà. Parce que si vous n'avez pas de carnet de commande à côté, je pense que vous n'avez pas cet avantage. Ils disent aujourd'hui, puisque l'attestation de vigilance, en général, c'est toujours délivré par les organismes, par les impôts, par la CRR, par toutes les caisses, une attestation annuelle. C'est-à-dire, chaque fin d'année, chaque début d'année, nous, on doit fournir une attestation de vigilance, comme de quoi on était à jour de nos cotisations l'année précédente. Vous savez bien dire l'année précédente. On ne demande pas d'être à jour l'année à venir, puisqu'on n'a pas travaillé. Donc, cette attestation est délivrée là, au 31 décembre, disant que vous êtes à jour de vos cotisations. À la caisse congé payé, ils ont changé au 1er juillet 2017. Ils demandent aux gens maintenant, pour obtenir cette fameuse attestation, c'est mensuel. On doit demander tous les mois une attestation de vigilance à la caisse de congé payé. D'accord? Donc ça veut dire, si un mois on a eu un retard de paiement, c'est pas si on aura un retard de paiement, parce qu'aujourd'hui, même qu'il y a une loi qui existe de 30 jours à 45 jours pour les délais de paiement pour nos collectivités, que eux-mêmes ils respectent pas, que eux-mêmes ils mettent certaines entreprises en difficulté, on nous demande, voilà, comment on fera justement pour pouvoir continuer, à travailler le mois précédent, puisque on va nous demander, il faut qu'on fournisse cette attestation de vigilance. Mais ce qui est grave aujourd'hui, c'est que, effectivement, cette caisse, je ne vais pas rentrer dans certains détails ce soir, mais cette caisse aujourd'hui est formée de syndicats de petites entreprises. Comment ils ont pu voter et mettre un système tel en place, quoi. Mais c'est vraiment ignorer la problématique des entreprises. C'est encore, réduire le champ d'action des entreprises. Mais c'est pas réduire, c'est couper complètement. C'est que si demander une attestation tous les mois, mais vous imaginez un petit peu déjà administrativement, de demander une attestation de vigilance tous les mois. Mais attendez, mais il faut qu'on arrête la plaisanterie, quoi. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on continue de travailler ou on arrête de travailler? C'est pas possible. Alors, je reviens à ça et je voulais dire, dans le programme d'Emmanuel Macron, du candidat Emmanuel Macron devenu président, il y avait aussi l'accompagnement des chefs d'entreprise. Je vais répondre pour aller continuer sur ce que disait Jean-François Baillot et avant Éric Marcelli, c'est que l'accompagnement des entreprises au moment où justement les dettes s'accumulent puisque le carnet de commande ne répond pas et qu'on ne peut pas payer. Est-ce qu'aujourd'hui, cette loi-là, si elle passe, peut être intéressante, c'est-à-dire qu'on ne demande plus que ce soit d'ailleurs à la sécurité sociale, que ce soit aux impôts, de tout de suite pénaliser, de mettre tout de suite des sanctions. Est-ce que vous pensez que cette loi doit vite rentrer en vigueur pour vous donner justement un peu de marge, pour que vous puissiez justement discuter, négocier avec les créanciers? C'est reculer pour mieux sauter. Quel accompagnement le gouvernement va mettre en place pour les entreprises privées? Je n'y crois pas une seule seconde. C'est-à-dire, vous êtes une entreprise privée, vous expliquez à quelque organisme que ce soit, organisme public, bien évidemment, que vous avez des difficultés de règlement. Vous ne pouvez pas faire face à vos charges parce que vous avez un carnet de commandes qui ne se remplit pas, vous avez certains de vos clients qui sont tombés en faillite, en liquidation judiciaire, qui ne peuvent pas vous payer, par exemple, et vous allez expliquer à une personne qui est dans un service public que vous ne pouvez pas payer, que vous avez besoin d'un accompagnement. Quel accompagnement concret? Moi, je parle de choses concrètes. Je ne parle pas juste de dire « Ah oui, monsieur, on comprend vos difficultés, on va vous aménager, on va vous faire un échéancier. » Soit un échéancier en soi ne règle rien. L'accompagnement d'une entreprise, ça n'existe pas, ça n'existera pas. On parlait de ça tout à l'heure. Vous avez posé la question
est-ce qu'on se sent encerclé par les charges ou par le RSI ou par quoi que ce soit? On en a parlé tout à l'heure en antenne, il est important, on a recentré la problématique autour des chefs d'entreprise, mais il est important, enfin moi je sais que j'aime bien m'attarder également sur les salariés. On a parlé en antenne du véritable coût du travail en France. Il y a une étude qui circule sur Internet qui est très facile à trouver, qui, pour résumer, c'est un cas général, ça concerne la globalité des Français. Si vous donnez à un salarié une prime de 100 €, globalement, pour un chef d'entreprise, en moyenne, ça va vous coûter aux alentours de 150 €, en cotisation sociale, tout le reste. Le salarié, lui, une fois qu'on aura enlevé les cotisations sociales, les charges, la retraite, la vieillesse, la maladie, tout ce que vous souhaitez, il va lui rester aux alentours à peu près... allez, bon, non, on va aller directement prendre le raccourci. Une fois que vous enlevez les cotisations sociales, vieillesse, maladie, l'impôt sur le revenu, et une fois qu'il lui reste son salaire net, qui est aux alentours de 50 €, quand vous enlevez après derrière la TVA qu'il va payer sur les produits qu'il achète au jour le jour, il va lui rester 39 €. C'est-à-dire que sur 150 € que ça coûte à un chef d'entreprise, il va rester concrètement, en moyenne, à un salarié 39 €. Voilà le véritable coût du travail en France. Parce que poser la problématique autour des chefs d'entreprise que nous sommes, derrière ça peut induire en erreur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser, oui, ce sont des chefs d'entreprise, vous n'avez qu'à pas vous plaindre, vous êtes patron, c'est vous qui l'avez voulu, ne vous plaignez pas. Mais ça ne concerne pas que les chefs d'entreprise, ça concerne les salariés qui ont pour préoccupation majeure de l'entreprise, et pareil, une étude récente est sortie, la préoccupation majeure des salariés, contrairement à ce que l'on pense, c'est pas uniquement le pouvoir d'achat. Bien évidemment, les gens veulent être augmentés, veulent avoir de l'argent, c'est normal. Ils souhaitent de l'écoute, du respect, de la considération. Coût pour l'entreprise, 0 €. Et effectivement, ils souhaitent de l'argent. Mais il est important que les gens sachent, même s'ils s'en doutent, que demander une prime ou accorder une prime, ça coûte cher à un patron, mais en plus, ça ne va pas rapporter grand-chose à un salarié. Donc tout ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est pour cela que l'accompagnement, si on peut appeler un accompagnement, il ne viendra pas du gouvernement. La décision viendra du gouvernement, mais choisir sa propre protection sociale permettra concrètement, mais même d'un mois sur l'autre, pour les Français, d'augmenter significativement leur pouvoir d'achat. Elle est là la véritable mesure. Donc un accompagnement, un abaissement de la CSG, un abaissement de l'ISF, un abaissement des charges sociales, ou même une augmentation du SMIC, ne résoudra rien. Si vous augmentez même le SMIC même de 5%, quelqu'un qui va toucher aux alentours de 1 000 €, vous l'augmentez de 5%, ça fait quoi? Ça fait 5 €. Ça fait quoi? Ça va lui changer sa vie? Ça va rien faire du tout. Non, ça fait 50 Ça fait 50 €. Alors 50 € dit comme ça, 50 € par mois, ça fait 600 € par an. Waouh! Si vous avez une augmentation de 600 € par an, aujourd'hui en France, vous vivez mieux? Non, absolument pas. Donc tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Donc un accompagnement proposé aux chefs d'entreprise, mais non, bien sûr que non, ça n'arrivera jamais. Et pourtant, je crois qu'il y a 2 ans, on a mis en place à La Réunion la BPI, la Banque Publique d'Investissement, qui était censée venir aider, ramener de la trésorerie aux entreprises, justement, pour pouvoir leur permettre, justement, à répondre au marché. Mais les conditions, justement, pour pouvoir prétendre à ce fameux emprunt, parce que c'est un emprunt, mais il fallait être à jour fiscal et social. Donc ça veut dire, encore une fois de plus, pour qui on a mis cette caisse en place? Mais c'est sûrement pas pour les petites entreprises. À qui on profite de cette caisse? Moi, j'aimerais bien qu'à un moment donné, qu'on ait le bilan, justement, de l'argent emprunté par la BPI, pour voir qui en profitait de cet argent. Puisqu'à aucun moment, une petite entreprise peut, aujourd'hui, puisque, il faut le dire, plus de 50% des entreprises ne sont pas à jour de leur cotisation. Donc, qui a en profité des sous de la BPI? Donc finalement, il doit nous rester à peu près un peu plus de 10 minutes. Alors, on va revenir sur le thème de l'émission, c'est-à-dire donc ce rassemblement. Finalement, quand on fait le tour, est-ce que vous, avant qu'on parle du revient sur le 31, quelle solution aujourd'hui vous pouvez proposer ou préconiser à l'État pour vous aider justement à ce que ça soit moins lourd à porter et plus facile, je dirais, à la rigueur, à gérer? Encore une fois, j'aime pas trop le terme d'aide, parce qu'on ne demande pas de l'aide, on demande à ce que la loi soit appliquée, tout simplement. Et la loi prévoit la possibilité de s'assurer où on le souhaite. Et ça, nous le disons nous en tant que chef d'entreprise, mais ça concerne l'intégralité des Français. C'est ça qui est important. Donc en fait, ce qu'on souhaite, c'est que la loi soit appliquée. C'est ça qui va véritablement aider tout le monde. L'application de cette loi, ça, il faut juste le rappeler, c'est bien sûr donc les directives européennes, permettre aux entreprises de faire appel à une assurance européenne qui est
bien sûr bien moins lourde. On avait vu les chiffres lors de la dernière émission. Pour 50 000 euros au régime général, c'est 8 000 euros, autour de 8 000 euros donc pour une assurance. C'est clair que cet argent-là manquera à la Sécu. Et c'est vrai aussi que lorsqu'on parle de solidarité nationale, et là on demande souvent aux entreprises d'être solidaires, d'apporter les moyens pour la sécurité sociale, pour aider ceux qui en ont besoin, pour aider les plus fragiles. Alors, est-ce que cette solution-là, on va parler d'égoïsme des patrons, des petites entreprises? Comment vous voyez ça? Étant donné que les gens vont gagner plus, ils payeront plus d'impôts, donc ils participeront à la solidarité nationale par l'impôt et non par un leurre de sécurité sociale. Parce que qui profite de la sécurité sociale? En tant que chef d'entreprise, n'en profite pas. Les autres non plus, parce qu'on n'a pas de comité d'entreprise, nous non plus. Nos enfants n'ont pas le droit. Aussi bien au RSI, ils ont un comité d'entreprise. Nous, on n'a pas le droit à tout ça. Quelle solidarité il a un chef d'entreprise? La seule solidarité qu'il a, c'est aller bosser pour les autres. Quand un chef d'entreprise tombe malade, parce que le RSI, c'est quand même la destruction de familles, c'est quand même des suicides, c'est quand même des dépressions. On n'en parle pas de tout ça, de tous ces chefs d'entreprise, tout ce mal-être qu'il y a derrière. On n'en parle pas. On va tout simplement dire, ouais, le chef d'entreprise, il roule un gros 4x4, mais il ne sait pas quel crédit là-dessus, il ne sait pas que le 4x4 ne lui appartient pas. Hein, rien du tout. On ne voit pas tout ça. Mais la solidarité, je le fais, et mes collègues aussi le font, par l'impôt. On paye plus d'impôts, donc on paye cette solidarité. Et non par un truc injuste qui est la sécurité sociale. Je reviens à ma question, c'est encore une fois, comme je disais, c'est qu'est-ce que vous voulez, quel message vous pouvez dire au gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour vous donner un peu plus de marge de manœuvre dans ce que vous faites. Donc, juste libérer, vous laissez choisir la protection sociale que vous voulez. Qu'est-ce que nous faisons concrètement voilà. En tant que chef d'entreprise, comme l'a dit M. Marcelli, on crée des emplois, tout simplement. Je veux dire, il y a un moment, il faut garder en considération une association qui existe en métropole qui s'appelle l'association des 97%, dont le principe est de démontrer que 97% des entreprises sont celles qui génèrent le plus d'emplois en France. Parce qu'on a tort de penser, on pense régulièrement quand on pense entreprise au CAC 40. Mais le CAC 40, effectivement, sont les 40 plus grosses capitalisations, les 40 plus grosses entreprises françaises, soit, mais ce ne sont pas celles qui embauchent la majorité de la population française. Beaucoup de Français sont embauchés dans des TPE et des PME. Donc que font déjà les entreprises au niveau du tissu économique national? Elles créent des emplois, tout simplement. Elles permettent à des familles de vivre, tout simplement. Elles permettent à un système de fonctionner. On parlait de fonctionnaires tout à l'heure. Alors, on va pas aller dans le débat, est-ce qu'il faut supprimer les fonctionnaires ou quoi que ce soit. Il faut des fonctionnaires. On a besoin d'assurer les services de l'État. On est bien content quand on va faire la queue à la Sécu, au Pôle emploi, à la CAF. On est bien content d'avoir des militaires qui s'occupent de notre sécurité. On est bien content d'avoir des routes en bon état. On est bien content d'avoir une DDE, des pompiers. Bref, tout ça, il faut le financer. Donc l'impôt sert en partie à ça. Donc très bien tout cela. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que chef d'entreprise, qu'on soit chef d'entreprise d'une très petite entreprise, d'une moyenne, d'une grosse? On crée des emplois, on permet à des Français de vivre. Et donc, en permettant à chacun de ces Français de choisir son assurance où il le souhaite, et donc d'augmenter son pouvoir d'achat, comme le disait M. Marcelli, on va permettre à ces Français soit de payer plus d'impôts, mais où est le problème dans le fait de payer plus d'impôts si vous gagnez plus d'argent et que vous avez la possibilité de consommer plus? Puisqu'on parle sans arrêt de frein à la consommation, relancer le pouvoir d'achat, relancer la consommation. Voilà ce qu'on propose. Et encore une fois, je sais que ça fait 3 fois que je le dis, mais encore une fois, c'est légal. Donc remettons en place ce qui est légal, permettons à chaque Français de s'assurer où il le souhaite. Et quelque chose qu'on n'a pas dit et qui a probablement été dit dans une autre émission, c'est que la seule obligation, la seule, ce qui est véritablement obligatoire, c'est d'avoir une protection sociale. C'est pas d'avoir une protection sociale en France, c'est d'avoir une protection sociale. Donc, donnons à chaque Français la possibilité d'avoir sa protection sociale où il le souhaite. Et puis tout à l'heure, M. Maillot a dit quelque chose d'important, je vous invite à réfléchir à ça, c'est que vous avez tous entendu que c'est pas légal. Nous on dit que c'est légal, mais quand on se renseigne un petit peu sur Internet ou par ailleurs, beaucoup de gens disent ça n'est pas légal d'aller s'assurer ailleurs qu'au régime général. Sauf que, comme M. Maillot l'a dit, à La Réunion, quand vous allez chez le médecin généraliste, que vous êtes assuré européen, vous avancez 22 ou 23 euros, vous êtes remboursé de 23 euros. Et quand il s'agit de faire des dépenses lourdes, comme une opération chirurgicale qui coûte extrêmement cher, c'est vrai, là vous ne faites pas d'avance. Pourquoi vous ne faites pas d'avance? Parce que tous les hôpitaux de La Réunion sont conventionnés avec des assurances européennes. Expliquez-moi comment il est possible que les hôpitaux de La Réunion soient conventionnés avec des assurances européennes alors qu'on nous explique par ailleurs que c'est pas légal. Expliquez-moi. C'est pour les touristes? Alors, on revient sur ce rendez-vous donc pour vous du
31 août. Alors, le mot d'ordre de ce rassemblement, c'est donc... Je vous écoute. Le mot d'ordre du 31 août, ben justement, c'est pour dire non au RSI. Ça, on l'a répété depuis. Non au RSI. Non à l'affiliation au RSI. Alors, on va juste lever un petit peu plus pour que les gens voient un petit peu. Non à l'affiliation au RSI. Ouais. Surtout pas au régime général. Non au régime général. Oui pour une liberté, pour une assurance légale. D'accord. Puisque, à savoir, jusqu'à maintenant, on fait partie de l'Europe. D'accord. Donc, on n'est pas là juste pour voter, juste pour mettre nos élites en haut. Hein, il faut écouter à nous. Et il faut faire avec nous. Quitter la Sécu pour s'assurer mieux et moins cher, c'est légal. C'est ce qui est sur votre site et c'est ce qu'il y a sur votre flyer. La question, et je reviens, je veux dire, est-ce que c'est pas un petit peu une aventure que les gens qui amènent une forme d'angoisse, parce que quitter la Sécu, qu'importe ce que peut être la Sécu, pour aller dans quelque chose que les gens ignorent aussi. Oui. Patrice Bataille, il y a eu cette appréhension ou pas? Non, pas du tout. C'est que les gens ils sont dans leur confort. Ils restent du moment qu'il arrive à payer un petit peu. Il fait des plans et au RSI, je parle toujours du RSI. Il fait des plans à payer, on les libère et fini. Bon, il reste dans son petit coin. Il veut pas aller chercher plus. Mais qu'est-ce qui a poussé votre bataille à aller chercher une... Ben, on va dire mon pouvoir d'achat. C'est que j'arrête de payer le RSI et je paye moins. Je suis plus remboursé et je gagne mieux. D'accord. Disons qu'on peut comprendre aujourd'hui, il est important, on fait des réunions d'information régulièrement depuis X années, on peut comprendre que les gens puissent avoir peur, puissent se méfier, puissent ne pas comprendre. Quand vous avez grandi dans un système et qu'on vous explique depuis toujours, depuis que vous êtes gamin, moi j'ai 41 ans, et depuis que je suis petit, j'ai connu la sécurité sociale. Et effectivement, donc on ne fait pas d'avance de fonds, entre-temps on a mis une carte vitale, et c'est un système qui, à une époque, marchait très très bien. Et de toute façon, qu'il marche ou qu'il ne marche pas, c'est ce que la majorité des gens, enfin beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens, c'est tout ce que nous avons connu. Et aujourd'hui, vous avez quelques agités qui viennent vous dire « Mais non, vous pouvez changer, vous pouvez quitter ce système-là. » C'est normal que vous ayez des méfiances. Et derrière, vous dites « Mais si je quitte, et je vais faire quoi? Je vais aller prendre dans une assurance européenne. Est-ce que ça ne va pas dépersonnaliser les relations? Est-ce que je suis sûr d'eux ?» C'est normal. Mais aujourd'hui, dites-vous bien que n'importe quel citoyen, quand il va acheter une télé, il fait tous les comparateurs de prix, il va se renseigner de partout. Quand vous prenez une assurance multirisque habitation, quand vous prenez une assurance auto, vous allez regarder de partout pour économiser 4 ou 5 euros par mois et pour augmenter vos garanties. Donc ce qu'on fait pour l'assurance auto, ce qu'on fait pour l'assurance habitation, on ne le ferait pas pour notre assurance santé. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce qu'on n'a pas conscience de ça. Et pourquoi on n'a pas conscience de ça? Parce qu'on ne nous le dit pas. Et on nous berce dans l'illusion que le seul système qui existe et le seul qui soit bon, c'est celui de la sécurité sociale. On a parlé tout à l'heure des indépendants. Il est important de préciser qu'en tant qu'indépendant, on a un délai de carence avant d'être remboursé, éventuellement de 20 euros par jour au RSI, comme disait M. Maillot. 20 euros par jour, enfin, c'est ridicule. Et en plus, vous ne les touchez pas si vous n'êtes pas à jour, effectivement. Sachez que pour les professions libérales, qui sont la CARPIMCO, qui est une autre caisse, c'est 90 jours de délai de carence. Ça veut dire que les infirmiers libéraux, les kinés, les professions libérales, elles, par contre, quand elles sont malades, elles sont remboursées au bout de 90 jours de délai de carence. C'est proprement scandaleux. D'accord. En tout cas, ce sont ces arguments que vous allez donc développer le 31 août avec les autres chefs d'entreprise qui seront sans doute là avec vous. En tout cas, c'est ce que vous espérez. On aura l'occasion de revenir là-dessus et je crois pas plus tard que la semaine prochaine, on va aborder un autre aspect de cette protection sociale avec d'autres invités et peut-être on verra avec peut-être Jean-François Maillot et de nouveau Éric Marcelli. On va voir ça. En tout cas, merci messieurs. Jean-François Maillot, donc administrateur SAPR, donc chef d'entreprise. Merci à Éric Marcelli, pareil, administrateur SAPR et chef d'entreprise. Merci à Frédéric Martinetti, chef d'entreprise. Patrice Bataille, chef d'entreprise. Merci également. Merci à vous de nous avoir suivis. Je remercie également la régie qui est restée là avec nous. J'ai eu peur qu'elle s'en aille. Merci donc à nos techniciens. Merci à tous ceux qui nous aident donc à faire cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Continuez bien votre soirée sur Télécréole. Je vous dis à demain.